Bonjour et merci de nous rejoindre sur i24 News, c'est le morning. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité, 2 heures de direct. Donc voici tout de suite le sommaire. 2 jours à Paris pour Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, s'offre une escale parisienne avant de s'envoler pour New York. Il présentera devant l'Assemblée générale sa nouvelle initiative diplomatique. À près de 54%, le non serait en passe de l'emporter dans le référendum sur l'indépendance de l'Écosse. On attend encore les résultats officiels et définitifs. Quelles conséquences pour le Royaume-Uni? Quel avenir pour l'Écosse? On en parle dans quelques instants. Et puis en fin de morning, on dressera le portrait d'un photojournaliste d'exception. Laura Duhamel viendra nous parler de Pierre Terjman et de son travail en Centrafrique. Un programme particulièrement chargé pour en parler ce matin avec moi sur ce plateau. Avi Pazner, bonjour. Ancien diplomate, merci d'être avec nous ce matin. Ali Waked, spécialiste du monde arabe, merci de nous avoir rejoints. Maurice Fergan, merci d'être avec nous. Avi, ma première question avant qu'on s'attarde sur les avancées de l'État islamique, elle concerne bien évidemment l'Écosse. L'Écosse qui a choisi manifestement le non. Il faut être encore un peu prudent, mais je crois que vous avez raison, que l'Écosse apparemment a choisi le non et avec une marge assez importante. Si vraiment les sondages sont exacts, si c'est 54-55 contre 46%, c'est une marge très importante dont je ne suis pas personnellement surpris. Parce que toujours ceux qui prennent l'initiative d'un référendum font beaucoup de bruit. Donc, qui a pris l'initiative? C'est ceux qui voulaient l'indépendance. Ils ont fait énormément de bruit, certainement pendant ces dernières semaines. Et donc, il y avait vraiment un doute, qu'est-ce que ça allait donner? Mais je crois que la sagesse l'a emporté, parce que les résultats auraient pu être difficiles pour l'Écosse, pour l'Angleterre et peut-être même pour l'Europe. Maurice? Moi, je crois que le jeu n'est pas fini, même si effectivement l'Écosse a décidé de rester au sein de la Grande-Bretagne. C'est un exemple qui va en amener d'autres. Les Catalans regardent précisément ce qui se passe, sont très intéressés, et ça ne m'étonnerait pas qu'il y aura bientôt un référendum sur le maintien de la Catalogne au sein de l'Espagne. C'est un mouvement qu'on connaît en Europe, un mouvement de démantèlement comme ça des nationalités. C'est intéressant de voir que les Écossais ont dit non, qu'ils souhaitent rester au sein de la Grande-Bretagne. Peut-être qu'ils voulaient préserver leur whisky, je ne sais pas, mais c'est assez intéressant, c'est analysé. Ali? Nathalie, moi je veux parler de la presse arabe et comment elle a regardé ce référendum. Vous savez, dans les derniers mois, voire les 2 dernières années, les analystes occidentaux et nous aussi, on parle du fait que les États-nations du Moyen-Orient étaient plutôt des États artificiels. Et du coup, on voit des mouvements séparatistes en Écosse, en Espagne, en Belgique, des mouvements qui veulent démanteler des entités qui existent, des fédérations ou des confédérations. Et donc, l'impression au sein du monde arabe que ce mouvement séparatiste n'est pas réduit aux minorités qui se trouvent en Irak, en Syrie, au Yémen, au Libye et ailleurs, mais que c'est un mouvement qui est plutôt global. C'est vrai que ce n'est pas le nationalisme arabe qui règne dans le Moyen-Orient, mais c'est plutôt le sectarisme religieux qui fait pousser les choses, mais on vit, à mon avis, un moment où la notion d'État-nation est en train de se reformer de nouveau. Alors justement, on va parler de cet État islamique qui, ces derniers jours, en tout cas hier, a enregistré d'importantes avancées sur le terrain en s'emparant de plusieurs villages en territoire kurde dans le nord du pays, avancées qui menacent la zone contrôlée jusqu'ici par les Kurdes en Syrie. Leslie Rezouk fait le point pour nous. Une offensive lourde de conséquences, aidée de chars et d'une importante artillerie, des combattants de l'État islamique se sont emparés de 16 villages kurdes dans le nord de la Syrie, à la frontière avec la Turquie ce jeudi. Des villages particulièrement stratégiques car ils entourent la 3e ville kurde de Syrie, Ain al-Arab. Pour le groupe islamique, c'est donc une manière d'asseoir son avantage sur le plan militaire en obtenant une continuité territoriale du nord de la Syrie à l'est de l'Irak. Un revers pour les combattants kurdes, les Peshmerga, qui tentent de défendre leur région, dans lesquelles ils ont instauré une relative autonomie vis-à-vis du pouvoir central.
De plus, Ain al-Arab est désormais la porte ouverte vers d'autres zones kurdes en Syrie. Pour tenter d'arrêter la progression des djihadistes de l'État islamique, les Kurdes de Syrie, d'Irak, de Turquie et d'Iran ont mis de côté leur division. Ils seront aidés dans leur tâche par les États-Unis. Ce jeudi, le Sénat a en effet donné son feu vert au plan de soutien des rebelles syriens. Première étape du programme anti-djihadiste de Barack Obama, il devrait être complété par des raids aériens de l'armée américaine. Le but, détruire les bases et les centres de commandement de l'État islamique, des mesures qui ne semblent pas pour le moment freiner la progression du groupe. Alors ça ne freine pas la progression du groupe. Quelles sont les forces aujourd'hui dont dispose l'État islamique ? Bon, c'est les mêmes forces, Nathalie, mais si on suit ce que disent les Syriens, par exemple, sur cette région spécifiquement, ils accusent les services secrets turcs d'avoir participé ou contribué à ces progrès, notamment dans cette zone kurde, pour essayer de séparer les Kurdes de la Syrie avec les Kurdes de la Turquie et essayer d'utiliser l'État islamique face aux Kurdes turcs, bien que Abdallah Öcalan, le chef du PKK, a fait savoir qu'il sera prêt pour un cessez-le-feu de long terme, voire un accord de paix entre Kurdistan turc, la minorité kurde de la Turquie, avec le régime central. Mais pour le moment, les forces, à la veille de cette campagne que tout le monde attend des États-Unis et de l'Occident contre l'État islamique, la Syrie ne fait pas partie, pour le moment, ne fait pas partie officielle et formelle de cette campagne. C'est pour cela les acteurs, d'un côté le régime syrien, de l'autre côté la Turquie, essayent d'améliorer leur position à la veille de cette campagne. Mais la carte kurde était quelque chose que le régime syrien et la Turquie ont essayé de jouer les uns contre les autres pour le régime syrien, pour sauver son pouvoir. Il jouait avec cette carte kurde contre les djihadistes d'un côté, mais aussi contre la Turquie qui a soutenu les djihadistes. Une petite remarque, Nathalie. Oui, quand vous avez parlé ici dans votre reportage sur la coalition anti-djihadiste d'un côté et armée les rebelles syriens, c'est à mon avis quelque chose qui sont paradoxal de parler d'un côté d'armer les rebelles syriens et d'une campagne anti-djihadiste. Alors justement, est-ce qu'on ne vient pas là voir les failles finalement de cette coalition internationale ? Premièrement, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que Ali a dit. Une des raisons pour lesquelles aussi l'État islamique attaque en Syrie, c'est parce qu'il est sous pression en Irak. Parce que pour le moment, il y a des frappes américaines en Irak. Très bon. Et donc, ils se sont repliés sur la Syrie, et c'est là où il est plus facile maintenant pour eux de conquérir... Mais les 2 tiers des forces de l'EI, elles sont en Syrie. Pour le moment, les 2 tiers ils sont en Syrie pour la simple raison qu'en Irak, ils reçoivent le support des tribus sunnites, des ex-membres du régime Saddam Hussein. Et en Syrie, ils n'ont pas le soutien de la population locale comme ils l'ont en Irak. Et on voit en Syrie, il y a l'élite sunnite est contre l'État islamique. Les Kurdes, les chrétiens, ils sont contre les chiites et les alaouites, bien entendu, sont contre l'État islamique. C'est pour cela qu'ils concentrent leur effort en Syrie, mais selon les Syriens, avec le soutien de la Turquie. Et maintenant, vous m'avez demandé à propos des failles dans la coalition. Non, on ne peut pas parler pour le moment de failles, mais il y a quand même là une décision d'Obama qui amène à penser que lui, qui ne voulait pas armer l'armée syrienne libre contre le régime d'Assad, il y a 1 an ou 2 ans, et aurait pu alors dans le temps, renverser la situation. Aujourd'hui, il parle d'armer, cette armée syrienne libre contre les djihadistes. C'est peut-être là la première faille dans sa politique, c'est qu'il est très déterminé, mais on ne sait pas vraiment où il va. Il ne parle pas de frappe, d'entrée sur le territoire syrien, parce qu'il ne veut pas non plus je comprends, mais je voulais vous montrer le paradoxe. Vous comprenez le paradoxe. Il aurait pu, il y a 2 ans, il aurait pu renforcer cette armée contre Assad. Assad, alors, était l'ennemi, ok ? Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il essaye de le faire contre les djihadistes. Je ne sais pas s'il est encore temps pour ça. Je ne sais pas quelle est la réelle puissance de cette armée syrienne libre, si elle peut vraiment contrer les djihadistes. Mais évidemment, pour les États-Unis,
c'est logique d'un point de vue, puisqu'Obama a déclaré clairement qu'il n'allait pas envoyer de soldats américains sur le sol en Syrie ou en Irak. Donc, il faut trouver des soldats. Alors, il a trouvé des soldats de cette manière-là. Maurice? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les rumeurs en provenance de Paris, après la conférence qui a eu lieu à Paris sur l'Irak et sur l'EI. On dit qu'il y aurait finalement un partage des rôles entre les États-Unis et la Russie. C'est-à-dire que les États-Unis frapperaient en Irak et la Russie frapperait en Syrie. Parce que les Américains sont très, très inquiets de ce qui se passe en Syrie, mais ne veulent pas intervenir directement. Donc il y aurait peut-être là un partage des rôles. La Russie, c'est l'allié de la Syrie. Et donc peut-être que la Russie pourrait lancer des frappes contre l'EI en Syrie et laissant la main libre aux Ali, Poutine pourrait faire le travail qu'Obama ne peut pas faire en Syrie? Non, mais la Russie va sans doute armer le régime syrien pour le soutenir contre l'État islamique, mais non pas seulement contre l'État islamique, contre les rebelles modérés que l'Occident va armer contre Bachar Assad. Donc il y a ici 3 cercles d'hostilité, Nathalie. Il y a cette coalition internationale contre l'État islamique. Il y a les rebelles dont l'Occident appelle modérés contre l'État islamique. Et il y a le régime syrien contre et l'État islamique et les rebelles dont on appelle modérés. Et je vois très mal ces rumeurs, Maurice, pour la simple raison que cette coalition, dont sa partie arabe a été basée sur un compromis entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. On frappe l'État islamique en Irak, mais on arme les rebelles modérés. Et les rebelles modérés, c'est le Front islamique, c'est un mouvement djihadiste, il ne faut pas se tromper. Que l'Occident, pour la consommation médiatique au sein de son opinion publique, appelle le rebelle modéré, c'est le Front islamique. Le Front islamique, c'est un mouvement salafiste djihadiste. Ok. Maintenant, comment est-ce que ces trois cercles vont coexister, à quel de ces cercles on va donner la priorité? C'est la question clé des jours, voire des semaines à venir. Et la Russie qui a fait savoir qu'elle va armer dès les jours à venir avec des missiles, les SAM et autres, l'armée syrienne officielle. Avi Pazner, finalement, cette politique de Barack Obama dans cette coalition internationale, c'est une politique de reculer pour mieux sauter? C'est une politique pour faire quelque chose alors que pendant des années, on n'a rien fait. Et il a dit, il y a encore 2 semaines... C'est pas trop tard? Pardon? C'est pas trop tard? Non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, c'est tard, mais pas trop tard. Mieux vaut tard que jamais, ok? Mais je pense que la coalition qu'il a bâtie, Obama, est impressionnante sur le papier, ok? 40 pays, c'est impressionnant sur le papier. Maintenant, il faut savoir qui de ces 40 pays est prêt à envoyer des troupes. Parce que n'ayons pas d'illusions, s'il vous plaît. On ne peut pas éliminer l'État islamiste avec des frappes aériennes, comme nous n'avons pas pu éliminer le Hamas avec des frappes aériennes. Et le chef d'état-major de l'armée américaine l'a souligné cette semaine. Oui, mais Obama l'a contredit, le lendemain a dit « c'est moi le commandant en chef, c'est moi qui décide ». Et moi je dis « il n'y aura pas de troupes américaines en Irak ». Donc il faut trouver des pays ou une coalition qui enverrait des troupes, et c'est pas facile du tout. La France, par exemple, elle aussi est prête à frapper en Irak seulement. Ok, je ne vois pas la France, ni aucun pays européen d'ailleurs, ni l'Angleterre, l'Allemagne évidemment que non, je ne vois pas l'Espagne, je ne vois pas l'Italie, qui vont envoyer des troupes en Irak ou en Syrie. Donc il faudra trouver des pays ou limitrophes, ou bien des forces à l'intérieur de ces pays, comme par exemple, maintenant, il y a une milice chiite en Irak qui est très active contre l'État islamiste et qui inquiète beaucoup les Américains. Parce qu'au lieu que ce soit le gouvernement irakien qui fasse le travail, ce sont des milices chiites qui sont, on peut dire, pas très responsables, ok? Et on reviendra notamment sur l'armement des milices. Je voudrais qu'on s'attarde un instant sur la presse israélienne avec vous, Maurice, et on va parler de Maariv, notamment, qui reprend une information du New York Times, selon laquelle Martin Indyk aurait reçu de l'argent du Qatar, personnellement. Il a perçu de l'argent, c'est-à-dire l'argent a transité par Martin Indyk. Je vous rappelle que Martin Indyk était le négociateur américain dans les pourparlers entre Israël et les Palestiniens. Alors
Alors aujourd'hui, le New York Times révèle que l'Institut Brookings, qui est dirigé par Martin Indyk, aurait reçu un financement du Qatar, et pas n'importe quel financement, on l'évalue à peu près à 15 millions de dollars, et cet argent aurait transité directement par l'intermédiaire de Martin Indyk. Alors bien sûr, le centre Brookings ne nie pas qu'il est financé aussi par le Qatar, mais il y a aussi l'Inde et la Chine qui financent ce centre, mais l'intéressé n'a pas encore réagi et dément pour le moment avoir reçu personnellement de l'argent du centre du Qatar. Alors il faut savoir que Martin Indyk a personnellement accusé au bout de 9 mois, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'être responsable de l'échec des négociations. Est-ce que l'argent du Qatar a eu une influence sur cette recommandation ? On ne sait pas. En tout cas, les recherches, les recommandations publiées par le centre Brookings sur, par exemple, le Qatar sont assez affligeantes. Il y a eu un rapport qui a été fait sur l'impact du Qatar dans la région, un rapport qui était très impartial, qui montrait que finalement le Qatar soutenait le Hamas et les mouvements djihadistes, et d'autres, il a été mis de côté. D'autres membres de l'Institut Brookings ont tout simplement dit, mais non, finalement, le Qatar a une influence positive dans la région. Alors voilà, on en est là. Maintenant, Martin Indyk va devoir s'expliquer. J'aimerais ajouter quelque chose. Je suis sûr que Martin Indyk, personnellement, n'a rien reçu du Qatar. Enfin, sûr, je présume. Mais c'est grave si l'Institut a reçu. C'est grave pour un institut qui se veut neutre et qui se veut objectif. Et donc, quand on reçoit 15 millions de dollars, c'est évident qu'il y a une influence, c'est évident. Moi, je connais ces choses-là, j'étais pendant des années président mondial du Keren al-Assad, je sais exactement comment vont ces choses. Bien sûr, quand vous donnez de l'argent, vous avez de l'influence. Et donc, là, il y a un problème que Martin Indyk faisait part des négociations maintenant pour le cessez-le-feu avec le Hamas. Et si vous vous rappelez, les propositions de Kerry qui avaient été présentées au gouvernement israélien penchaient en faveur du Qatar. Donc, on peut se poser la question d'où viennent ces idées. Donc, même si ce n'est pas Martin Indyk, et j'en suis persuadé, qui a reçu de l'argent du Qatar, c'est grave que l'Institut Brooklyn ait accepté un don pareil. À la défense de Martin Indyk, durant les négociations entre Palestiniens et Israéliens, les Palestiniens parlaient tout le temps du fait que Martin Indyk, dans les chambres, accusait le Premier ministre Benjamin Netanyahou, dont il n'y avait pas cette histoire de l'argent au fond, accusait le Premier ministre et, de l'autre côté, blâmait Obama pour être incapable d'imposer une solution à Benjamin Netanyahou. Donc les idées de Martin Indyk en ce qui concerne les négociations israélo-palestiniennes, à mon avis, ne sont pas affectées par le fait qu'il a été ou qu'il n'a pas été financé par le Qatar. Pourquoi pas, Ali, s'il accuse Obama de ne pas faire assez de pression avec Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire que Martin Indyk est solidement du côté qui veut faire pression. Alors on reparlera des négociations dans quelques instants, puisque Ali Mahmoud Abbas est présent à Paris. On va en reparler dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Je voudrais qu'on continue avec la revue de presse israélienne et puis Avigdor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères. Le titre sur la visite d'Avigdor Lieberman à Washington. Alors Avigdor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères, a rencontré son homologue américain John Kerry. Et finalement, comme d'habitude, Avigdor Lieberman a mis les pieds dans le plat. Il a tout simplement déclaré que l'État islamique, c'était comme le Hamas, et c'était pareil, qu'il a remercié les États-Unis d'avoir monté cette coalition contre l'État islamique, mais a soutenu l'idée qu'il fallait aussi lutter contre le Hamas. Alors ça, contrairement aux souhaits des États-Unis, Washington ne veut absolument pas faire le parallèle entre l'État islamique et le Hamas, et Avigdor Lieberman est allé à Washington pour leur dire que non. Voilà. Autre titre du Jerusalem Post, Washington, Israël fera son propre jugement sur les discussions avec l'Irak. Alors vous savez qu'il y a eu 48 heures de négociations des 5+1 avec Téhéran. Des officiels américains qui participent à ces négociations ont laissé entendre au Jerusalem Post finalement qu'ils n'étaient pas très optimistes sur l'issue de ces négociations. Les grandes puissances 5+1 se sont données jusqu'au 24 novembre pour parvenir à un accord avec Téhéran, mais le président
des États-Unis a rappelé l'engagement, toujours pareil, des États-Unis à la sécurité d'Israël, mais qu'en fin de compte, finalement, Israël devra juger, se faire son propre avis sur le résultat de ces discussions. Et voilà, et on parle à présent des quotidiens à grand tirage en Israël, et la une, c'est encore toujours les conséquences de la démission de Gideon Sa'ar. Exactement, Gideon Sa'ar a ébranler les milieux politiques israéliens, en tout cas le Likoud, et Yediot Ahronoth titre « Netanyahou écarte les meilleurs ». Alors on sait qui était Gideon Sa'ar, c'était le ministre de l'Intérieur, un jeune baron du Likoud, 20 ans d'activité politique, 12 ans à la Knesset, ministre de l'Éducation et ministre de l'Intérieur. Avant-hier soir, il a annoncé d'une façon dramatique qu'il quittait la vie politique provisoirement. Est-ce que c'était lié avec la mise à l'écart de son épouse, qui était une des présentatrices vedettes de la première chaîne de télévision? On ne sait pas, mais finalement il avait choisi la vie privée à sa vie publique et il voulait retourner à son métier d'avocat. Alors c'est intéressant de lire l'éditorial de Nahum Barnea dans Yediot Ahronoth. Nahum Barnea écrit « Un parti de gouvernement a besoin d'un leader charismatique et qui sache prendre des décisions et répondre aux ambitions et aux querelles personnelles. Au lieu de fournir à ses ministres une échelle pour progresser, Benjamin Netanyahou place devant eux un mur pour qu'ils se brisent la tête. » Voilà l'éditorial de Nahum Barnea. Israël Hayom, pareil, titre sur Gideon Sa'ar. Avant de prendre une pause, Sa'ar et Kahlon se sont rencontrés. Alors pour nos téléspectateurs, il faut un peu expliquer de quoi il s'agit. Kahlon, c'est l'ex-ministre des Communications qui était sorti avec fracas du Likoud en disant finalement il ne pouvait plus travailler au Likoud et ne pouvait plus rester ministre. Il a démissionné. Il avait beaucoup de charisme social. Il a réussi à briser par exemple le monopole des télécommunications en Israël. Mais donc 24 heures avant d'annoncer sa démission, Gideon Sa'ar a rencontré ce même Kahlon. Il lui a proposé de créer, selon Israël Hayom, un front commun au sein du Likoud contre Benjamin Netanyahou. Kahlon n'a pas répondu positivement. Il a dit qu'il ne s'occupait pas de politique politicienne. Comme Sa'ar ne lui avait pas fait état de son projet de démissionner, l'affaire s'est arrêtée là. Et le lendemain, Sa'ar est allé expliquer au peuple israélien qu'il démissionnait. Aviv Pazner, un nouveau paysage politique au sein du Likoud? Dans le futur, absolument, oui. Enfin, pas immédiatement. Il est vrai que Sa'ar est une personnalité importante au sein du Likoud et que le fait qu'il ait quitté le Likoud affaiblit le Likoud. Maintenant, est-ce que dans le futur, il va aller ensemble avec Kahlon, qui ne cache pas ses ambitions de créer un nouveau parti centriste? C'est une grande question qu'on peut se poser, mais c'est évident que le fait qu'un ministre comme Gideon Sa'ar, qui était considéré un des plus importants, quitte le Likoud, c'est un coup pour Netanyahou, même si peut-être Netanyahou, dans le fond de son cœur, n'est pas mécontent. Mais publiquement, même s'il l'avait peut-être quelque part cherché. Allez, on va revenir à un sujet qui vous est également cher, qu'on a commencé à évoquer il y a quelques instants. Mahmoud Abbas en visite à Paris pour 2 jours, avec comme objectif plus ou moins de grappiller des soutiens finalement pour la reconnaissance d'un État palestinien. Cet entretien à Aviv Pazner, il dénonce cet échec des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Eh bien, écoutez, Mahmoud Abbas, depuis des semaines déjà, fait une campagne pour la reconnaissance d'un État palestinien. Je m'imagine que ce sera le sujet numéro 1 dans sa conversation avec Hollande. Il va demander la reconnaissance de la France officiellement pour un État palestinien. J'espère que Hollande ne fera pas cette erreur, car l'État palestinien doit être, et je suis pour l'établissement d'un État palestinien, il doit être établi dans le cadre de négociations avec Israël et pas unilatéralement. Mais il y a d'autres choses intéressantes qui ont filtré. C'est que Hollande aurait une idée ou une proposition pour une solution entre Israël et les Palestiniens. Je ne sais pas avec quelle nouvelle idée on peut venir. Je crois qu'on a déjà tout retourné, on a déjà exploré toutes les avenues. Et je ne vois pas exactement là où les Américains ont échoué, on en parlait tout à l'heure, ont échoué. Je ne vois pas exactement si la France pouvait réussir. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il est bon qu'on parle de processus de paix. D'ailleurs, j'aimerais rappeler à nous tous que Netanyahou, vers la fin des hostilités contre le Hamas, avait parlé de possibilité de reprendre les négociations à un niveau régional. Bon, moi, je suis pour parler, ok, parce que quand on parle,
on ne tire pas ou on tire moins, ok? Mais cela dépend évidemment du contenu de ces fameuses idées. Du contenu et des interlocuteurs également, Ali Waked. On ne sait toujours pas finalement ce qui va se passer de ce gouvernement d'union interpalestinienne. Oui, mais pour la visite de M. Abbas à Paris, historiquement et traditionnellement, les Palestiniens ont toujours essayé de créer un équilibre entre le poids et l'influence des États-Unis et le poids et l'influence de l'Union européenne. Et pour les Palestiniens, en Europe, la clé était toujours la France. On sait que les Palestiniens pensent que l'Allemagne et la Grande-Bretagne sont toujours pro-Israël et moins pro-palestiniens. Et c'était la France qui équilibrait cette influence d'Israël au sein de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. Les Palestiniens toujours essayent de faire encourager les Européens à lancer des initiatives qui peuvent influencer ou qui peuvent créer une combinaison avec les initiatives américaines. Mais je suis d'accord avec M. Pazner. L'Allemagne, la France et l'Europe ne peuvent pas remplacer les États-Unis. Mais en ce qui concerne le gouvernement uni palestinien, l'Union européenne a été le premier à féliciter les Palestiniens pour la création de ces gouvernements de technocrates. Abou Mazen va essayer à Paris de vérifier avec la France les chances. Il n'a pas encore levé le drapeau blanc face à la possibilité de présenter son initiative au sein du Conseil de sécurité. À mon avis, aussi, M. Hollande va lui déconseiller de présenter l'initiative au sein du Conseil de sécurité et de réduire ses efforts au sein de l'Assemblée générale. Mais les Palestiniens vont continuer dans cette démarche d'adhérer aux institutions internationales et d'internationaliser le conflit. Il y a très peu de confiance au sein des Palestiniens vis-à-vis de l'administration américaine. Ce calendrier qui serait plus ou moins fixé par l'ONU en tout cas, est-ce qu'il a des chances d'aboutir? Est-ce qu'il a des chances de mener à une solution? Non, je ne crois pas. Tant qu'Israël, avec l'appui des États-Unis, n'est pas d'accord, on ne peut pas forcer ici, on ne peut pas forcer. Et d'ailleurs, je dois dire qu'aujourd'hui, notre conflit avec les Palestiniens est quand même relégué un peu au deuxième plan, il faut bien le dire. Okay. Aujourd'hui, tout le monde s'occupe de l'État islamiste, et avec raison, parce que c'est une menace actuelle pour la paix dans le Moyen-Orient. Alors, c'est pas que le conflit entre Israël et les Palestiniens n'est pas important. Il est important, mais aujourd'hui, il y a une priorité. Et de combien de problèmes on peut s'occuper à la même fois? Il faut s'occuper aujourd'hui de l'État islamiste. Avi Pazner, Maurice Fergan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ali Waked, vous restez en notre compagnie. Dans quelques instants, on parlera des citoyens chrétiens israéliens qui pourront, vous le savez peut-être, bientôt pouvoir se définir comme araméens et l'inscrire dans les documents officiels comme la carte d'identité par exemple. La société israélienne apporte-t-elle suffisamment d'indépendance? On en parle dans quelques instants. Retour sur le plateau du Morning d'I24 News avec nous ce matin Betsabe Salem, bonjour. Daniel Haïk, consultant pour I24 News. Ali Waked, vous êtes resté en notre compagnie, on vous en remercie. On va commencer avec ces derniers résultats, ils sont tout frais, ils viennent tout juste de nous parvenir, 55,42%. C'est ce qui semble être le résultat au référendum en Écosse, l'indépendance de l'Écosse qui aurait donc été rejeté par les Écossais. On en parle avec vous, Betsabe. Oui, on va commencer ces quelques clics matinaux par très rapidement. Donc, une coupure de presse, celle du Times. Tout d'abord, ce goût de revanche en Angleterre. Vous allez voir, l'Écosse vote non et met ainsi fin au rêve de Salmond, donc le chef des indépendantistes écossais. Voici donc le titre du Times. Le non à l'indépendance, vous l'avez dit là, emporté son résultat a priori définitif. On y reviendra beaucoup plus en longueur dans une demi-heure. Voilà, d'ici une demi-heure, hein, on s'y rendra, on se rendra à Édimbourg. Alors en attendant, direction de Paris avec cette conférence de presse du président de la République, très très attendue, surtout par les médias. Hollande qui se débattrait avec son impopularité. Le quotidien du Figaro affirme qu'à mi-quinquennat, la situation est
catastrophique pour François Hollande, qui se trouve, je cite, dans une situation d'extrême faiblesse, sans doute ce qui explique qu'Hollande a multiplié d'ailleurs les petites blagues et les lapsus. La presse souligne d'abord combien l'ombre de Nicolas Sarkozy, qui s'apprête à rentrer dans le jeu de la politique, eh bien, a plané au-dessus de cette conférence de presse. Les Échos écrivent d'ailleurs que de façon plus ou moins implicite, François Hollande n'a eu de cesse de cibler son adversaire. Alors, un nouveau style a été souligné par Le Monde, notamment soudainement une manière très personnelle de se mettre en scène hier, avec l'importance de l'international aussi, mais un tableau sombre de cet international, une façon de corriger ce côté optimiste qui avait été très critiqué. C'est ce que souligne donc le premier quotidien français. Allez, sans transition aucune, on va parler du virus Ebola. Exactement, on continue à en parler avec cette histoire très touchante qui a été publiée dans RFI. C'est l'histoire d'une femme atteinte de l'Ebola qui a accouché, une lueur d'espoir, écrit le site de Radio France Internationale, alors que les malades enceintes voient souvent leur bébé décédé in utero. Alors ça se passe en Guinée, ça se passe à l'épicentre de la maladie d'Ebola, c'est à Guékédou, alors que les docteurs n'avaient plus beaucoup d'espoir pour cette patiente même qui était, je cite, désorientée. Eh bien, les symptômes les plus graves ont disparu tout à coup, mais les médecins n'entendaient plus l'enfant, alors ils pensaient que le fœtus était mort, que la nature allait faire son travail, quand tout à coup, eh bien, la maman a mis l'enfant au monde, une petite fille, presque seule le temps que l'équipe se prépare et prenne toutes les mesures d'hygiène appropriées. Alors il faudra par contre attendre encore 3 semaines pour savoir si cette petite fille est atteinte, elle ou pas, de l'Ebola. Pour l'heure, sa maman refuse de lui donner un prénom. Voilà, c'est important de voir les histoires qui se cachent derrière les chiffres qu'on peut entendre. Allez, on se tourne vers l'Iran à présent, et Téhéran qui critique Washington. L'Iran qui est dépité depuis son exclusion de la conférence de Paris, c'était lundi dernier. Kerry avait jugé que c'était inapproprié. Alors Rouhani s'est lâché dans une interview pour la NBC. Le président iranien a ainsi jugé ridicule la coalition menée par les États-Unis, souligne le Guardian. Les Iraniens vont d'ailleurs plus loin. La stratégie américaine aurait en fait pour objectif d'élargir la présence militaire des États-Unis au Moyen-Orient. Pourtant, eh bien, c'est Riyad qui avait mis son veto à la présence iranienne à la conférence de Paris. Alors, si vous regardez CNN à Washington, on ne s'abaisse pas à répondre aux Iraniens. D'ailleurs, la stratégie du même pas mal, eh bien, c'est aussi celle employée avec l'État islamique. Obama qui a déclaré hier que les Américains n'avaient pas peur de l'État islamique. Daniel Rouhani, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas finalement. Oui, je n'ai pas tout à fait suivi ce qui s'est passé, mais effectivement, quelque part, les Iraniens ont des raisons d'être un peu irrités. Il faut voir qu'il y a un durcissement assez net de la position des Américains. On aurait pensé, dans un premier temps, qu'ils aient pu rejoindre ou même de l'extérieur soutenir une forme de coalition. Non, ils ne le font pas. Les Américains durcissent leur position et donc quelque part, effectivement, on comprend que les Iraniens ont le sentiment d'être un petit peu isolés dans toute cette constellation. Ils sont isolés peut-être, Nathalie, pour la simple raison qu'eux, ils tiennent des milices qui sont influencées par l'Iran, financées par l'Iran, le Hezbollah libanais qui est là, et le Hezbollah irakien qui est le frère jumeau du Hezbollah libanais, qui acte dans le cadre de ces forces terrestres qui, eux, devaient avoir la mission principale d'arrêter les progrès ou de reverser l'État islamique. Donc, il y a une tension entre l'intérêt iranien et l'intérêt de cette coalition dans laquelle font partie les plus grands rivaux de l'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats et partiellement le Qatar. On a parlé de cette harmonie qui n'existe pas au sein de cette coalition, surtout en ce qui concerne les membres arabes et les intérêts au sein de cette coalition vis-à-vis notamment l'Iran, mais aussi la Syrie. C'est pour cela on voit les Iraniens agacés, mais les Iraniens agacés et isolés peuvent avoir un effet désastreux pour cette coalition américaine. Alors on pensait que les Iraniens tireraient finalement leur épingle du jeu de cette coalition internationale et que ça aiderait pour les négociations sur le nucléaire, des négociations qui ont commencé à New York. Quelles peuvent en être les expectations, quels peuvent en être les objectifs? Pour le moment, je ne vois pas de lien direct entre les deux dossiers, le dossier de l'État islamique et le dossier nucléaire, mais
un rôle négatif de l'Iran en ce qui concerne la crise irakienne peut sans doute avoir un effet sur l'attitude des Américains, sur l'attitude des 5+1 qui peuvent durcir leur position. On sait que l'Iran va essayer de traîner plus le temps et que novembre n'est pas vraiment aux yeux des Iraniens la date ultime et le dernier délai, mais dans le cas où l'Iran va essayer de gâcher les efforts de la coalition en Irak et en Syrie, elle risque de rencontrer un durcissement de la part des Américains dans le dossier nucléaire. Je me demande si quelque part ce que font les Israéliens, c'est de faire donc toute cette amalgame entre Daesh, le Hamas, l'Iran, etc. Finalement, ça porte quand même aux oreilles des États-Unis, des Américains. Et quelque part, ça durcit la position des Américains et c'est quelque chose qui embarrasse beaucoup les Iraniens. Ils n'y pensaient pas. On pensait au contraire qu'ils auraient pu pactiser entre guillemets avec les Américains et que cette situation allait les favoriser et peut-être favoriser un accord. Mais là, on voit que finalement, les Américains ont adopté une position plus dure concernant Oui, mais ça ne veut pas dire que les Iraniens manquent des cartes sur la scène irakienne. Ils peuvent aussi embarrasser les Américains. Si les Américains pensent qu'une des clés pour essayer de changer la situation, au-delà de la campagne militaire aérienne contre l'État islamique, c'est de recruter et de faire mobiliser la minorité sunnite. Maintenant, si les milices chiites soutenues par l'Iran vont peser encore sur les tribus sunnites, on peut voir plus de soutien pour l'État islamique contre les États-Unis et contre cette coalition internationale. Et la mobilisation de la minorité sunnite et des tribus sunnites, c'est un effort clé des Américains. Voilà donc pour cette discussion, en tout cas qu'on va interrompre, puisque Bethsabée nous propose un peu de détente et finalement c'est pas si éloigné que ce dont nous sommes en train de parler. Une liste improbable, celle des pire métier à travers l'histoire. Exactement, alors c'est Slate en France qui s'est penché sur l'infographie d'une revue britannique, une revue historique, le Latham's Quarterly, qui a recensé les métiers les plus dangereux, dégoûtants, pénibles, ennuyeux de l'histoire. Alors vous avez depuis les tourneurs de broches de la Renaissance, alors ils tournaient les broches tout simplement, la viande qui cuit, toute la journée, aux pousseurs des métros de Tokyo qui aident les voyageurs à rentrer dans des rames qui sont remplies, comme vous le voyez, à l'extrême. Autre exemple, alors vers l'an 900 chez les Vikings en Écosse, alors n'y voyez aucune allusion au référendum, et on pouvait être cueilleur d'œufs, un emploi qui consiste en fait à escalader des falaises à pic pour voler des œufs directement dans les nids d'oiseaux. Et alors en bonus, vous aviez des cordes qui étaient faites d'orties. Alors on imagine quand même le plaisir de grimper tout là-haut. Ou alors un siècle plus tard en Europe, pour être loueuse de sangsues, alors vous deviez aller dans un étang ou un cours d'eau infesté par ces merveilleuses petites bêtes, et puis alors vous les transportiez sur vous jusqu'aux pharmacies pour aller les vendre. Alors bien sûr, il y a des métiers atrocement dangereux qui n'ont pas été cités, comme le métier de mineur par exemple, mais en tout cas des exemples cocasses. Donc on voit qu'il y a bien pire que d'être président américain par exemple en cette période de lutte contre l'État islamique. Allez, on continue avec des images qui nous viennent cette fois d'Italie, un pays que vous affectionnez, Bethsabée. Victime de vertige, s'abstenir. Exactement. Alors, il s'agit d'une série de photos qui ont été publiées par le Corriere, donc en Italie. C'était le 8 septembre dernier. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est des funambules qui font partie de cette International Highline Meeting. Alors, ils sont pendus depuis les montagnes des Dolomites, donc dans les Préalpes. C'est la 4e saison de ce festival. Alors, j'ai bien regardé parce que j'étais absolument terrorisée de ces images. Il y a un petit fil. Alors, cela dit, moi, le petit fil en question, vous allez voir, mais il y en a qui sont pendouillés en train de dormir. Moi, franchement, le petit fil ne me suffirait pas. Allez, vous auriez fait la sieste sur ce hamac là, à 1700 mètres d'altitude. Voilà, moi j'ai déjà les mains moites de voir ça. Ils sont à 1700 mètres d'altitude, voilà. Ce sont des photos de Corriere, une petite erreur. De belles images. En tout cas, on préfère les voir à l'écran. Merci beaucoup, Bethsabée, d'avoir été avec nous ce matin. Ali, Daniel, on va revenir sur ce qui était finalement la dernière décision du ministre Gideon Sa'ar avant qu'il n'annonce sa démission. Les citoyens chrétiens israéliens qui le désirent pourront bientôt pouvoir se définir comme araméens et l'inscrire dans des documents officiels, comme par exemple la carte d'identité. Oui. Il faut savoir qu'il y a une différence en Israël
entre citoyenneté et nationalité. Citoyenneté, donc tous les Israéliens ont la citoyenneté israélienne, mais ils ont la nationalité de leur culture, enfin de leur religion. Il y a les Juifs, il y a les Arabes, il y a les Druzes, et maintenant il pourra y avoir les Araméens. Il faut savoir qu'il y a toute une liste, plus d'une centaine de possibilités de nationalités différentes, mais la nationalité araméenne n'était pas inclue, et elle l'est désormais à la suite d'une requête déposée par 200 habitants d'un village Jif Gush Halav dans la région de Méron, dans la Galilée, qui avait demandé que soit réparée une sorte d'anomalie quelque part concernant leur définition nationale, leur entité nationale, et donc ils ont sollicité une intervention de la Cour suprême, et cela a conduit donc finalement Gideon Sa'ar a décidé de leur accorder donc cette nationalité araméenne. C'est tout à fait intéressant, la nationalité araméenne. L'araméen, il faut savoir... Alors, sur cette historique. L'araméen, il faut savoir, c'est-à-dire que c'est un peu la seconde langue officielle du peuple juif, après l'hébreu, et parfois même avant l'hébreu. Il faut savoir qu'à l'époque du Second Temple, on parlait l'araméen. Il est probable que Jésus ait parlé l'araméen. Il est probable, et tout celui qui étudie par exemple le Talmud doit être un féru en araméen. Il est impossible d'étudier le Talmud sans connaître l'araméen. Et l'araméen, c'est une langue, une langue que l'on pratique aujourd'hui encore dans la religion juive à travers les prières, différentes prières. Par exemple, la plus célèbre, c'est la prière du Kaddish, qui est considérée comme la prière des morts, mais qui n'est pas en fait la prière des morts, mais c'est en araméen. Et il y a, même dans la Bible, il y a des livres. Et puisque je m'appelle Daniel, il y a le livre de Daniel qui est en grande partie, en quasi-totalité en araméen. Donc ça veut dire que l'araméen fait partie intégrante de la culture, on va dire, de la culture juive. Et là aujourd'hui, l'araméen est la langue de chrétiens d'Orient, en particulier de chrétiens maronites, de chrétiens grecs orthodoxes, de catholiques aussi, de catholiques grecs, donc d'une série de communautés chrétiennes, dont une partie habite en Israël. Il y en a environ 10 à 12 000, dont, et ça c'est intéressant de le souligner, je l'ai remarqué en apprenant ce dossier, il y a 2000 anciens soldats de l'armée du Liban Sud qui appartiennent à ces communautés, et ils font partie de ceux qui ont sollicité donc une reconnaissance de cette nationalité araméenne. Alors une avancée, la société israélienne, est-ce qu'elle apporte suffisamment d'indépendance, suffisamment d'autonomie à ces minorités au sens large, sans se consacrer uniquement dans ce cas-là, il y a un contexte politique, et ce contexte politique, il contrôle le débat. Si on n'était pas en Israël, si c'était ailleurs, c'était une question d'ordre anthropologique, voire culturel. Mais quand ces familles veulent se définir en tant que chrétiens araméens, la majorité des Arabes, chrétiens et musulmans au sein d'Israël, pensent que ça fait partie des efforts de se détacher de la minorité arabe, de se séparer de la minorité arabe et de créer une entité culturelle différente. Mais quand à cela s'ajoute le fait que les partisans du recrutement des chrétiens dans l'armée israélienne font partie de cette campagne, font partie du lobbyisme pour la redéfinition des chrétiens arabes, ou cette partie des chrétiens arabes en tant que chrétiens araméens, ça change tout le contexte, et ça introduit des éléments politiques, voire politiciens dans cet enjeu, et ça exclut l'élément culturel, l'élément anthropologique. C'est vrai, cette communauté chrétienne, ses origines un peu plus lointaines relèvent de l'araméen, mais aujourd'hui ils font partie de la minorité arabe. La minorité arabe qui n'est pas appelée à servir à l'armée et qui officiellement souffre d'une certaine discrimination. En un mot, Daniel, très rapidement, est-ce que politique et religion sont inextricablement liées dans la région ? Oui, mais je crois qu'il faut mentionner qu'à une époque où dans notre région, en Irak, en Syrie, eh bien l'islam radical, les organisations terroristes de Daesh exterminent, décapitent les chrétiens et massacrent les chrétiens. Eh bien, je crois quelque part le fait qu'Israël reconnaisse d'une certaine manière une nationalité araméenne à des chrétiens qui vivent ici, c'est une forme d'expression de cette démocratie unique au Proche-Orient. Merci beaucoup, Daniel. Ali Betsabé, on vous retrouve dans quelques instants et on parlera de ce référendum en Écosse, manifestement 55,42%
qui ont voté donc pour le non. L'indépendance de l'Écosse aurait donc été rejetée. On se rendra à Édimbourg juste après un nouveau journal. Retour sur le plateau du Morning pour cette deuxième heure d'information. Ensemble, Daniel Haï qui est resté en notre compagnie. Betsabe Salem nous a rejoint. On va tout de suite prendre la direction. Vous êtes resté également, toujours. On va tout de suite prendre la direction. David Cameron, lui aussi, il est resté. Il s'exprime sur ce non manifeste au référendum pour l'indépendance de l'Écosse. On l'écoute. Nous devons tous être fiers de cette décision. Ces problèmes vitaux ont donc été résolus. Maintenant, nous devons regarder en avant. Que chacun, peu importe la façon dont il a voté, soit réuni sous un même drapeau. Et voilà, donc on arrive juste à la fin de la conférence de presse de David Cameron. Vous l'avez entendu, et Betsabe va nous en parler. On va prendre la direction dans quelques instants d'Édimbourg. David Cameron qui appelle donc à l'unité et à travailler ensemble à présent pour aller de l'avant. On revient sur ce référendum. Les médias en ont largement parlé avant les résultats officiels. Ils ont fait preuve de beaucoup d'imagination. 2 semaines dans tous les jours et ce matin, toutes les heures, des papiers nouveaux qui tombaient un peu partout dans le monde. Alors, il y a eu l'attente tout d'abord, bien sûr, cette nuit, ces dernières heures. Une attente très tendue. Les esprits s'échauffent, les drapeaux, même sur place, brûlent, les coups volent. Écrit le Times à Londres. Pas mal de tensions entre les groupes de militants, parfois radicaux comme à Glasgow, la plus grande ville d'Écosse. Alors à l'autre bout de la planète, à Sydney, on souligne aussi l'émotion de l'attente d'un vote qui est décisif, nous dit-on, pour l'avenir des Écossais. Alors là, on a des larmes, des doigts croisés, des drapeaux qui flottent, plein d'espoir, un moment de démocratie comme le pays n'en avait jamais connu, écrit le Sydney Morning Herald. Alors El País en Espagne est allé faire un reportage dans un pub écossais où on tente de prendre son mal en patience cette nuit en suivant les commentaires à la télé. D'ailleurs, à l'occasion, les pubs d'Édimbourg ont pu servir jusqu'à 3h du matin. Et alors, les envoyés spéciaux espagnols racontent que l'atmosphère est extrêmement pesante, tandis que dans la rue, on entend des cris. C'est un petit peu une atmosphère post-match de foot, entre cris et banderoles. Sauf que personne ne sait qui a gagné alors. Et on a des covers, par exemple, de Yellow Submarine, Homemade, et le ululement strident des Vuvuzela. Donc, beaucoup de tension, beaucoup d'attente. Libé, cette nuit, le suspense a commencé. Alors là, pour le coup, je pensais qu'il avait commencé à 15 jours. Avec cette illustration d'un centre de dépouillement à Édimbourg. Voilà, donc toute cette machine, toute cette tension qui s'est mise en marche ces dernières heures. Alors, Courrier s'est penché sur les médias, une certaine mise en abîme, puisqu'il écrit que ceux qui votent oui, n'ont aucune représentation finalement dans les médias, avec ce mépris même des indépendantistes, écrit Courrier, avec des exemples trouvés dans la presse récemment. Les Écossais sont dépendants dans l'assistance publique. Nombre d'entre eux ont l'impression que ce n'est pas à eux de payer des impôts, ou encore les Écossais sont une bande d'enfants gâtés, pourri gâtés, égoïstes. Alors en fait, il se réfère à un édito du Guardian. Courrier explique qu'il n'y a quasiment aucun journal local, régional ou même national, anglais ou écossais même, qui soit en faveur de l'indépendance, à l'exception du Sunday Herald. Et voilà, et donc peu importe en tout cas ces différents éditos et cette presse dont on a parlé sur place. Alors justement, le Herald Scotland qui fait aussi œuvre de Sunday Herald, ils n'ont plus grand-chose à ajouter déjà aux premières heures du petit matin. Le non l'emporterait sur le oui, et encore il n'y avait que 8 points d'écart. À l'époque, on n'était pas encore avec des résultats définitifs comme maintenant. Puis maintenant, it's a no-go, nous dit le Herald Scotland. Un jeu de mots un peu amer, une façon de dire que cet espoir est resté lettre morte, que finalement, on n'y va pas. Quand il y avait encore que 8 points d'avance, toujours en Angleterre, cette fois-ci, l'Independent British
britannique, vous allez le voir, écrivait « L'espoir se consolide » avec cette précision. Selon les ouvrages, selon les sondages, il y a un léger revirement de certains oui vers le non, sans compter que les non étaient plus enclins à aller voter. Chacun son explication. Et puis toujours à Londres, apparemment, le Royaume est, sauf titre, le Télégraphe. Donc on sent résolument cette empathie pour le non. Le journal montre un Salman qui n'a pas l'air enchanté, un rêve qui prend fin, écrit le journal, ou encore des militants, comme vous pouvez le voir, du camp du oui qui succombent à la déception, la tête entre les mains. Merci Betsabe. Voilà donc pour ce qu'en a dit la presse. On va tout de suite se rendre sur place. On va prendre la température. On téléphone à notre spécialiste de l'Écosse, maître de conférence à Nantes, Annie Tiek. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors les derniers résultats en votre possession, vous nous les confirmez, 55,45% pour le non ? Oui, c'est cela. Donc bonjour tout d'abord. Oui, c'est cela. Enfin, j'avais pas des résultats aussi précis que ça. J'avais 55-45, mais bon, c'est ça. Et même s'il y a encore une circonscription, enfin une région plus exactement, qui n'a pas fini le dépouillement, apparemment, le résultat final ne changera pas. Alors on entendait il y a quelques instants David Cameron sur le perron du 10 Downing Street. Maintenant, le véritable défi finalement pour le ministre britannique, ça va être d'accepter de réinventer cette unité, comme il le disait. Tout à fait. Et je pense que le parti au gouvernement en Écosse, notamment, a exprimé clairement sa volonté de participer à des négociations, à des discussions avec le gouvernement britannique. Donc je crois que les engagements qui ont été pris par les partisans du non dans les tout derniers jours, vraiment les tout derniers jours de la campagne, et notamment par le Premier ministre britannique, mais aussi par l'ancien Premier ministre britannique travailliste Gordon Brown, cet engagement de mettre en place des outils législatifs pour accroître les pouvoirs du Parlement écossais, il va falloir maintenant qu'ils se tiennent à ces engagements, parce que je crois que là, ce qui s'est passé dans la campagne, ça a été vraiment une mobilisation de la population, vraiment de la base, si je puis dire, donc un mouvement plutôt ascendant. Et je ne pense pas que les 45% des gens qui ont voté oui, et même les 55% des gens qui ont voté non, accepterait qu'il ne se passe plus rien. Alors, quelle est l'atmosphère sur place à Édimbourg où vous vous trouvez? Comment vous sentez les Écossais? Est-ce qu'ils y croient finalement à ces promesses de David Cameron? C'est difficile à dire. Alors, je ne suis pas à Édimbourg sur place. Je suis en fait dans le Fife, donc au nord d'Édimbourg. C'est toujours un petit peu difficile à dire parce que, évidemment, dans le camp du oui, la déception est grande. L'écart est quand même de 10 points, alors que dans les derniers sondages, même le sondage, le tout dernier d'hier, qui avait été réalisé par YouGov, donnait le non gagnant, mais avec 52% et les 48% pour le yes. Donc l'écart était quand même moins important. Donc je crois que là, il est encore un petit peu tôt pour tirer des conclusions même sur du ressenti, disons, un petit peu plus rationnel. Je crois que les partisans du oui, bien évidemment, sont déçus. Édimbourg, la circonscription d'Édimbourg, a voté à 60% pour le non, alors que Glasgow est l'une des 4 collectivités territoriales à avoir voté en faveur du oui. Vous voyez, donc, bon. Que ça montre en tout cas d'un électrochoc, d'une certaine façon, de faire un électrochoc pour le gouvernement. Merci beaucoup, Annie Tiek, en direct de la banlieue donc d'Édimbourg. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Je vous remercie. Alors, sous l'inspiration du whisky écossais, on y reste à Betsabe, on a décidé de vous enivrer ce matin. Vous êtes partant, c'est mieux que le porridge en tout cas. Voilà, on se rend dans une tasting room. C'est vrai qu'il est un peu tôt pour parler de vin, mais un nouveau complexe en plein cœur de Tel Aviv permet de déguster quelques-uns des meilleurs vins israéliens, où il en existe de nombreux. Ronnie Saslon est vigneronne et elle a ouvert à Lorraine Tolila les portes de sa très intime cave à vin. Regardez. My name is Ronnie Saslov. I'm a winemaker and now a manager of the tasting room.
My father was a computer engineer for many years, and we went away to San Francisco, California for 3 years in the late 80s. There he just fell in love with wine. We got back to Israel in 91. He said he had enough of the suit and tie and standing in traffic, and he got into the world of wine. And then in 98, we opened Sasla Winery. Avshalom, I know him for many years, and for the past 5 years, he's been speaking with me about opening a place like this. And I think now it's the perfect time to do it. The Israeli wine industry, on one hand, is very young, but on the other hand, is already maturing. And it's time to add something fun and exciting and that you can really experience. So many different wines. There are over 400 wineries in Israel. It's so many compared to how small Israel is. Each winery sent me all of their wines. I tasted them all and decided which wine would present the winery at its best. And also, when you have 40 bottles, that each bottle would have a reason or something that only it has. If it's an area in Israel, if it's a grape variety, if it's a style of winemaking. So no two wines are alike in any way. Grapes are really of simply high quality. Mainly Cabernet Sauvignon, that's kind of the star grape here. But from year to year, we're planting more and more vineyards, and we're realizing about more varieties that grow very well here. And they have their own personality. There's some magical things about Israel, and wine is definitely one of them. And now I think the world is becoming curious about what is going on here. The design was very important, that on one hand would seem very professional, very serious, very respectful for the wine. We're here underground in a wine cellar. It's a place you go out to have fun, to taste this, to taste that, and you can also take a bottle of wine with you. It was very important that it would be intimate, it would show abundance, but in an elegant way. We brought in Avivit Priel. She is a wonderful Israeli chef. So you'll find different bruschettas and different cheeses, more intense and softer cheeses that complement the wine, and the wine complements the food. And again, everything together from local. And here we have hand paintings of different hybrid animals. For example, we have one that is an octopus and a horse, but in Hebrew, an octopus is Dionon and a horse is Sus. So it's our Dionysus, our god of the wine. And when you come and you see kind of, wait, what are these animals? Am I drunk? Am I okay? Am I hallucinating? And it makes the world different and bizarre and special. We're in Israel. We make such good wines. That's what I want to bring forward. Betsabé, il y en a du bon vin en Israël. Pourquoi vous êtes sceptique? Ah non, il y a du très bon vin. Il y avait effectivement, les soldats se souviennent qu'à l'époque, pour faire le kidouche le vendredi soir, on sortait du vin qu'on appelait le vin patiche, le vin marteau, qui était particulièrement horrible. Mais en Israël, il y a depuis une vingtaine d'années, il y a de très bons vins, en particulier au Golan. Il y a un climat tout à fait propice à ce genre de... Il y a de bons vins. En revanche, je demande à la régie de nous ramener la bouteille que Ronnie, justement, dont Ronnie parlait, qui a été ramenée de Sarona et de cette cave à vin. Qui a disparu très très vite. Il y en avait 3 en plus. On me le confirme en régie, il y en avait 3. Elles ont toutes déjà été dégustées. On vous dit pas si ça a déjà été bu ce matin ou pas. Allez, on continue avec un sujet un peu moins enivrant, je l'avouerai. Gideon Sa'ar. Encore, toujours ce Gideon Sa'ar. Est-ce que finalement il a quitté la politique, Gideon Sa'ar, ou il a mis une pause sur sa vie politique? C'est à cause des déconvenus de sa journaliste de femme, Géoula Even, ou est-ce que c'est finalement Benyamin Netanyahou qui l'a poussé plus ou moins vers la sortie? Je pencherais plutôt pour la seconde option. Je crois que Benyamin Netanyahou est responsable en fait de ce départ, comme il était indirectement responsable du départ aussi de Moshe Kahlon, une autre vedette du Likoud, de l'axe central, on va dire des nationalistes centristes légèrement à droite du Likoud, qui étaient très populaires. Il faut rappeler que Gideon Sa'ar a terminé par 2 fois en tête des primaires du Likoud. C'était potentiellement l'un des premiers ministrables, l'un des hommes qui était appelé à succéder à
Binyamin Netanyahou à la tête du Likoud. Et s'il a quitté, c'est parce que finalement, il y a eu un froid, plus qu'un froid, il y a eu une rupture entre Binyamin Netanyahou et Gideon Sa'ar, en particulier autour de l'élection de Reuven Rivlin. On se souvient que Reuven Rivlin n'avait pas obtenu le soutien de Binyamin Netanyahou, il lui avait refusé ce soutien, entre autres parce que Mme Netanyahou n'était pas particulièrement, ne souhaitait pas voir Reuven Rivlin pour des raisons. Elle tire certaines ficelles, il faut l'avouer. Dans les coulisses, donc elle ne voulait pas que Reuven Rivlin devienne président. Binyamin Netanyahou n'avait pas voulu, mais Gideon Sa'ar, il a affirmé, il a été le chef de campagne de Reuven Rivlin, et c'est lui qui a indirectement favorisé l'élection de Reuven Rivlin. Et depuis, il faut savoir, depuis plusieurs mois, ils ne se parlent pas. Binyamin Netanyahou et son ministre de l'Intérieur ne se parlaient pas. Donc c'est une situation anormale qui reflète le malaise qu'il y a au sein du Likoud. Il y a un profond malaise envers le leadership de Binyamin Netanyahou. Si Binyamin Netanyahou reste très populaire... Est-ce que Binyamin Netanyahou ne gouverne pas trop seul ? Oui, Binyamin Netanyahou gouverne seul, mais parce qu'il a le sentiment qu'il a derrière lui une opinion publique qui lui est favorable. Les sondages sont extrêmement favorables à son égard. Un dernier sondage publié, je crois, ce matin par le Haaretz affirme qu'il a 38%, c'est-à-dire 38% d'Israéliens considèrent qu'il est le seul apte à être Premier ministre, alors que Gideon Sa'ar est vers les 2 ou 3%. Donc, effectivement, Binyamin Netanyahou n'a pas de rival, mais c'est justement ce qui peut embarrasser, en tout cas, ceux qui étaient de potentiels rivaux qui se mettent de côté pour revenir peut-être, qui pourraient revenir par la suite, ensemble ou séparément. Merci beaucoup Daniel Ebetsabé d'avoir été avec nous ce matin. Restez en notre compagnie juste après le journal. On dressera le portrait d'un photojournaliste d'exception. Laura Duhamel viendra nous parler de Pierre Terjman et de son travail en Centrafrique. A tout de suite. Dernière partie du Morning. On va passer cette dernière partie d'édition avec Laura Duhamel. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Yoram Salamon, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Laura, on va commencer avec vous. Le visa pour l'image s'est tenu cette semaine à Perpignan et laisse cette année la part belle à la Centrafrique. Oui, alors le visa pour l'image, c'est le plus grand festival au monde de photojournalisme. Il se tient chaque année et comme vous le disiez, eh bien, cette année, une large place est laissée à la Centrafrique puisque 3 expositions lui sont consacrées, dont une dédiée au travail de Pierre Terjman. Alors Pierre Terjman est photojournaliste, il revient actuellement de Centrafrique. La Centrafrique où la situation continue de se dégrader malgré les forces internationales qui sont déployées. Alors pour rappel, après leur prise de pouvoir en 2013, les milices musulmanes de la Seleka se sont rendues coupables d'exactions et depuis près d'un an, eh bien, les milices anti-Balaka, qui elles sont principalement chrétiennes, eh bien, commettent des actes de représailles en réaction sur la communauté musulmane. On assiste aujourd'hui à un véritable exode de cette population musulmane. Ils étaient près de 100 000 à Bangui, la capitale. Il ne serait aujourd'hui plus que quelques milliers à peine. Une situation donc d'une très grande violence dont Pierre Terjman témoigne via ses photos. Alors justement, quelle est la particularité du journalisme quand on travaille dans ces pays, dans ces zones de violence extrême ? Alors il y a plusieurs défis qui se posent. D'une part, évidemment, la prise de risque. Comment est-ce que l'on se protège de ces violences qui sont justement l'objet de travail du photojournaliste. On se souvient de Camille Lepage qui avait 26 ans à peine lorsqu'elle est décédée en Centrafrique, justement victime de ces violences et dont le travail d'ailleurs a aussi été exposé à Visa pour l'image. Et puis d'autres questions se posent, dont notamment celle-ci. Que montrer ? Qu'est-ce que l'on montre ? Aujourd'hui, l'Afrique est systématiquement résumée à ces images de violence, à ces images de famine. Comment est-ce que l'on peut sortir des clichés lorsque l'on est photojournaliste en Centrafrique ? Alors on posera dans quelques instants la question à Pierre Terjman dont vous voyez les photos apparaître à l'écran, mais il y a un paradoxe auquel les photojournalistes de guerre sont confrontés. Finalement, c'est comment rester immobile face aux atrocités commises en face de nous et répercutées, retransmises par l'objectif de l'appareil photo. Voilà, alors c'est un paradoxe sans fin. On se souvient du destin tragique de Kevin Carter. Alors Kevin Carter en 1993 avait photographié cet enfant soudanais mourant qui peinait à se rendre au centre d'approvisionnement voisin. D'ailleurs, vous le voyez, un vautour se pose. Alors Carter a alors un symbole très fort de la misère et il déclenche son appareil. Le New York Times publie cette photo qui déclenche une vague de réactions, dont une foule de reproches. On traite Kevin de charognard,
on l'accuse de voyeurisme, d'immobilisme. Les gens lui reprochent d'avoir photographié cet enfant au lieu de l'aider. Et en 1994, eh bien, il reçoit le prix Pulitzer pour son travail, mais il se suicide finalement 3 mois plus tard. Alors ce drame résume bien finalement ce paradoxe qui se pose pour tout photojournaliste. Comment est-ce que l'on se comporte face à la misère, face à la violence que l'on doit photographier? Alors justement, on va poser cette question à Pierre Terjman qui nous a rejoint. Pierre Terjman, bonjour, vous êtes photojournaliste et vos images ont donc été exposées cette année à Visa pour l'image à Perpignan. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors, il y a cette photo que vous avez prise et qui est particulièrement impressionnante, particulièrement marquante également, celle d'un homme musulman de confession. Voilà, on la voit s'afficher à l'écran, dont le commerce a été attaqué. L'homme qui poursuit ses assaillants armé d'une machette. Qu'est-ce qui s'est passé précisément dans cette scène et comment vous réagissez à ce genre de situation? On était quelques jours après l'invasion de Bangui par les anti-Balaka, donc par les milices chrétiennes, et les pillages avaient commencé un peu partout dans la ville. Et d'un coup, on est tombé en tournant un peu en ville avec la voiture pour voir un peu ce qui se passait. On était très peu de journalistes, on était moins de 10 journalistes sur place quand les choses ont vraiment dégénéré dans tout le pays, au début au moins. Et on s'est retrouvé devant cet énorme pillage de ce magasin qui était une espèce de magasin un peu en gros. Et d'un coup, quelqu'un a dit attention, attention, les propriétaires vont arriver. Et là, au coin de la rue, on a vu les propriétaires arriver avec des machettes et sabres. Et en fait, ce qui était très particulier à la Centrafrique, c'est que les gens ne nous voyaient pas, en fait. On était là, on pouvait travailler, traverser les lignes de front, on pouvait être d'un côté comme de l'autre avec les anti-Balaka ou les Séléka, et on n'a pas eu de problème pour travailler comme on peut avoir en Syrie, en Irak ou ailleurs. Et voilà, moi j'étais au 35 mm, donc j'étais assez près des gens, j'étais juste devant la boutique, et j'ai un peu photographié ça comme du sport, en fait, pour décomposer le mouvement, et c'est ce qui a donné la photo. Est-ce que vous sentez parfois une forme d'autocensure finalement, des photos assez dures que vous auriez décidé de ne pas montrer, de ne pas diffuser, soit parce qu'elles sont trop dures, soit parce que finalement elles représentent un cliché trop ouvert de l'Afrique? Alors oui, moi... De l'Afrique ou d'autres pays où vous êtes allés Que ce soit moi ou mes collègues qui étaient sur place, je pense que justement on a fait très attention à ne pas stigmatiser ou à pas justement... faire de clichés sur l'Afrique et les Africains qui se mangent entre eux. Et oui, on a beaucoup réfléchi à chaque fois qu'on a fait malheureusement des scènes de lynchage, des scènes d'émasculation, des scènes de viol, qui étaient très fréquentes pendant quelques semaines quand les chrétiens ont massacré les musulmans. Et finalement, je vous entendais tout à l'heure dire un exode, ça a été quand même une épuration ethnique au début, puisque la volonté des chrétiens, et même plus des anti-Balaka, et donc du peuple, a été vraiment de chasser les musulmans et de tuer le plus grand nombre de musulmans. Mais oui, on essaye de... Enfin, moi, j'ai des images, par exemple, dans l'exposition que j'ai pas mises, de corps mutilés ou de choses comme ça qui n'étaient pas nécessaires. Je pense pas que le sang ne raconte pas forcément une histoire et n'appuie pas forcément un propos. Comment, c'est la question que l'on se posait avec Laura, comment on arrive à rester immobile? Est-ce que c'est un des objectifs, en tout cas dans le travail que vous faites sur place, dans des zones de conflit, à rester finalement immobile et à tenter de ne retransmettre que ce que l'objectif de la caméra voudra transmettre, à ne pas s'impliquer dans un conflit qu'on voit se dérouler devant nos yeux? Je pense que s'impliquer dans un conflit, de toute manière, le fait d'aller photographier un conflit et de se mettre dans la même merde que tout le monde sur place fait qu'on s'implique quoi qu'il arrive. Après, là, pour la Centrafrique, par exemple, on a intervenu plusieurs fois en emmenant des gens à l'hôpital, en restant dans des maisons pour éviter que les gens se massacrent, parce qu'on avait bien compris que si on sortait de certaines maisons et qu'on laissait les musulmans dedans, les chrétiens viendraient les massacrer. Je pense qu'après, il y a une implication dans la volonté de raconter une histoire. Et dans la transmission. Merci beaucoup, Pierre Terjman. Merci infiniment. On a du mal à rétablir cette connexion, donc, mais merci en tout cas pour ce témoignage. Merci à vous. Allez, on passe à un sujet un peu plus léger. Yoram, Laura, est-ce que vous êtes fan de Barbara Streisand?
Complètement. Laura, on la sent un peu plus sceptique. Pourtant, et en tout cas, elle est incontestablement l'artiste féminine qui a vendu le plus d'albums au monde. Le nouveau va bientôt sortir, regardez. Barbara Streisand est de retour avec un nouvel album. La célèbre chanteuse de 72 ans, dotée de 2 Oscars, revient avec Partners, son 34e album, fait de duos. Et quel duo! Les plus grandes voix de la chanson sont là. Stevie Wonder, John Legend, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Billy Joel, Lionel Richie. Miracle de la technologie, dans cet album, il y a même un duo avec Elvis Presley sur la célèbre chanson Love Me Tender. Ce nouvel opus contient aussi son tout premier duo enregistré avec son fils Jason Gould. Et si ces duos ont été enregistrés récemment, la plupart des chansons de l'album ont déjà une histoire. La star rend notamment hommage aux Bee Gees. Elle revisite le célèbre What Kind of Fool qu'elle avait chanté avec Barry Gibb. Dans la version 2014, c'est avec John Legend. La voix de Barbara Streisand a sensiblement perdu de sa grandeur, mais la qualité de sa signature, ce sanglot enraciné, exerce toujours son pouvoir d'attraction. Les interactions de la chanteuse avec ses partenaires manquent cependant de fluidité, laissant à l'auditeur le sentiment inconfortable que les morceaux ont été rassemblés après coup. Le duo avec Andrea Bocelli ne fonctionne étonnamment pas. Celui avec Lionel Richie sur The Way We Were est beaucoup plus réussi, mais en général, ses reprises sont inférieures aux chansons originales. Chanteuse, actrice militante et philanthrope, elle a reçu la Légion d'honneur en 2007 et à chaque fois qu'elle se rend en Israël, elle est accueillie comme l'une des plus loyales supportrices de l'État hébreu. Avec son nouvel album, Barbara Streisand montre qu'elle ne compte pas s'arrêter malgré son âge. Jouer et chanter lui apporte un bien-être personnel, tout comme une confortable ressource financière. Elle est considérée comme l'une des artistes les plus chères au monde. Un billet pour assister à un concert live coûte jusqu'à 1 200 €. Barbara Streisand ne doute pas de sa valeur et apparemment, ses fans sont du même avis. That's it, baby. Voilà, et puisque c'est toujours comme ça dans la région, on passe des larmes au rire et on passe des sujets ludiques aux sujets un peu plus sérieux. On va revenir un instant avec vous, Yoram, sur le djihadisme et l'un des projets de loi, des lois et des objectifs principaux du projet de loi sur le terrorisme, c'était d'enrayer la propagande islamiste sur Internet. On en a eu un exemple hier encore avec cette nouvelle diffusion d'une vidéo de l'État islamique. Alors, pourquoi il y a soudainement une effervescence autour de ce sujet ? Parce que tout simplement, l'actualité s'est accélérée au point de vue. Il y a une focalisation médiatique sur l'État islamique qui a tout à coup qui a fait un bond quand même assez incroyable au niveau de la guerre, au niveau de la présence en Syrie, maintenant en Irak. Il y a une prise de conscience internationale du danger que ça représente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, premièrement, 80% des guerres, des conflits en ce moment dans le monde sont liés à des insurrections islamiques visant à instaurer un djihad ou la charia. Donc forcément, là il y a des actions qui sont mises en œuvre par chaque gouvernement, en tout cas au mieux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le djihadisme a des modes opératoires de recrutement qui se font dans les prisons, dans les mosquées forcément, mais Internet a donné une assise incroyable au djihadisme et avec des modes de recrutement donc assez nouveaux. Alors que le djihadisme propose justement un retour en arrière dans les valeurs, dans le modernisme complètement censuré. Il utilise des moyens de recrutement qui sont liés au modernisme. Alors justement, comment combattre ce phénomène ? L'Assemblée nationale en France a prévu une loi. Quels en sont les contours ? Alors, c'est un projet de loi qui a été proposé par Cazeneuve, le ministère de l'Intérieur, et en procédure accélérée, justement, pour vite réagir. D'ailleurs, ça a été discuté à l'Assemblée nationale depuis la semaine dernière, en début de semaine. Ça a été déjà adopté hier, à l'unanimité, sauf les écologistes. On reviendra peut-être après savoir pourquoi. Le dispositif, en fait, est plus global. Il ne concerne pas qu'Internet, puisque le recrutement se fait en partie sur Internet, mais il y a un volet qui est lié à Internet pour essayer de combattre le djihadisme. Ce qui a été prévu globalement, et la manière la plus coercitive, c'est celle de bloquer
administrativement les sites internet où on aurait suspecté ou en tout cas établi un lien avec le djihadisme et le recrutement du djihadisme. Ça, c'est ce que prévoit l'article 9 de cette loi. Voilà, donc en gros, les renseignements contactent le fournisseur d'accès pour dire voilà, ce site-là, il faut le bloquer. Le fournisseur d'accès, lui, doit faire pression sur l'hébergeur ou l'éditeur pour bloquer. Et ça passe par des blocages d'IP, c'est-à-dire que le site devient tout à coup inaccessible. Voilà, ça, c'est ce que prévoit la loi dans le volet Internet. Alors, on pourrait a priori se dire que c'est parfait, il n'y aura plus rien et voilà, et en tout cas le mode opératoire de recrutement va disparaître. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a des défaillances dans cette loi. Il y a des grosses défaillances. La première, c'est technique. Et c'est simple à comprendre. Ça veut dire que, quand un site internet est bloqué, il n'y a rien qui empêche de choisir un autre site internet, c'est-à-dire je suis bloqué demain, j'ai un contenu, je le mets sur un autre site. Deuxièmement, ça peut aussi avoir l'effet inverse, c'est qu'aujourd'hui il y a des hébergements qui sont mutualisés et certains sites sont hébergés sur les mêmes serveurs que des sites par exemple djihadistes et n'ont rien à voir avec ça. Donc il va y avoir des dommages collatéraux. Ça c'est problématique aussi dans cette loi. On a aussi un problème, c'est qu'il y a des sites qui ne sont pas hébergés en France, mais qui ont une diffusion en France. Donc comment les atteindre? Il faudrait que la législation ou des collaborations législatives se fassent entre chaque pays. Donc ça, c'est un problème technique déjà. Deuxièmement, on a un problème aussi qui est lié à la vie privée, à la confidentialité privée, parce que la loi prévoit non seulement de pouvoir entrer sur les sites, dans les correspondances privées, dans les messages Twitter, dans les SMS. Donc je vous rappelle qu'on n'est plus sur un mode d'appréciation du juge, mais un mode administratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas forcément formée à décider de ce genre de choses, mais qui est un fonctionnaire, un administratif... C'est-à-dire ça va fonctionner avec des mots-clés, par exemple? C'est oui ou non. C'est-à-dire il n'y a plus de liberté subjective de la personne qui va censurer. Et donc on peut se retrouver aussi vers parfois des dérapages de certains sites qui n'auraient pas forcément un contenu djihadiste et qui pourraient être à l'appréciation d'une personne qui n'est pas formée pour ça, l'administratif, être fermé. Donc ça donne un problème. Voilà, ça c'est un autre problème. On a un autre problème aussi qui est lié et qu'ont relevé les services de renseignement, c'est qu'aujourd'hui les sites djihadistes sont visibles. Demain, justement en les pourchassant, ils vont entrer dans une forme de clandestinité. Et entrer en, oui, entrer ils vont complexifier leur forme de clandestinité. Ils vont être beaucoup plus difficilement accessibles. Et donc, forcément, pour les services de renseignement, ça va être beaucoup plus compliqué de pouvoir établir une veille sur ces sites. Et donc, alors, très rapidement, Yoram, puisque cette loi, on l'a bien compris, elle masque les sites djihadistes, en tout cas dans la superficie. Ce dispositif, concrètement, est-ce qu'il est efficace? En 2 mots. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le savoir, puisque le projet de loi a été adopté juste hier. Je viens de révéler, effectivement, je viens d'établir les différents problèmes qui sont liés à ça. Donc, à voir, mais ça paraît assez mal engagé pour l'instant. Merci beaucoup, Yoram Salamon, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Laura. Merci à vous, téléspectateurs qui nous avez suivis. Restez sur i24 News, l'info continue.